Amis de TV Liberté, bonjour. Je file seule au cinéma. Mes compères m'ont lâchement abandonnée pour des raisons de travail. Donc, j'ai choisi de faire un gros plan, un zoom, comme nous disons à TV Liberté, sur quelqu'un que nous aimons bien et qui s'appelle Cheyenne Marie Caron, qui a la gentillesse de nous répondre au téléphone à l'occasion de la parution de son dernier opus, Jeunesse au cœur ardent. Bonjour Cheyenne Marie. Bonjour Anne. Vous publiez ce très beau film Jeunesse au cœur ardent, mais en fait, vous vous êtes toujours occupée des cœurs ardents. Ah, c'est gentil de me dire ça, oui. Je tente, en tout cas, au travers de mes différents films, de mettre un peu la lumière sur, que ce soit La morsure des dieux ou peut-être Patrie. Patrie et l'apôtre oui, aussi. Oui, l'apôtre aussi, oui, Ouais. sur des personnages un peu en souffrance, en quête d'un idéal ou en tout cas qui essaient de se démener dans cette société pour survivre. Et vous, alors, cette jeunesse est bien personnifiée par un jeune homme, David, qui, avec ses copains, ils sont pourtant intelligents, ils font des études, mais pourtant, ils passent leur temps un peu comme dans Orange Mécanique, à faire des, pardonnez-moi l'expression, mais à faire des conneries, à agresser les personnes âgées, leur piquer l'argent. Enfin non, la différence avec Orange Mécanique, voilà, d'abord vous citez un film, un chef-d'œuvre de Kubrick, mais c'est pas du tout les mêmes motivations. Moi, mes personnages ont une vraie volonté de prendre aux riches pour redonner aux pauvres. C'est pas du tout de la violence gratuite. Orange Mécanique, c'était précisément dénoncer une société de violence et de l'acte de la violence gratuite. Donc ça n'a rien à voir. Mais oui, mes personnages font des braquages de manière très évidemment maladroite et bête, mais c'est pour des motivations que je trouve très honorables de redistribuer. Pour des raisons humanitaires, oui. Enfin. Oui, et moi je les trouve attachants d'être dans cette démarche, même si bien entendu ça n'est pas du tout le bon chemin. Et voilà. Et un jour, mon personnage, le héros, David Tezzoli, sur son chemin, croisera un ancien qu'il braque et il le retrouvera un peu plus tard. Et là, une amitié se tisse et orientera son destin. Et alors, ce qui est très joli, c'est que cet ancien de la Légion qui a fait l'Indochine et l'Algérie va marquer ce jeune homme. Pourquoi ? Il a fait l'Algérie et son frère a fait l'Indo. Il va le marquer parce qu'il est porteur de valeurs qui fascinent mon héros, qui sont des valeurs de fidélité, des valeurs de respect de la parole donnée. Il incarne aussi l'aventure et il incarne peut-être aussi l'honneur, le guerrier. L'honneur, absolument. L'honneur, fidélité, oui. Mais il incarne aussi une certaine bravoure et un aspect guerrier qui fascine et qui plaît à David et qui cherche peut-être aussi un peu de ça dans sa vie. Dans sa vie qui est extrêmement rangée, très sécurisée, où la culture est présente, l'argent ne manque pas, il fait de belles études, il est plutôt très brillant d'ailleurs dans ses études, ses profs le lui disent, mais lui cherche autre chose. Et ses parents ne sont pas particulièrement attachés à ces valeurs, honneur. Je pense que si, mais je crois que les parents, c'est compliqué. J'ai essayé, alors le père est ingénieur, la mère est prof de philo. Et je crois que les parents ne voient pas, ne sont pas capables de comprendre leur enfant, qui est dans une quête très très pure. Alors on a dit naïf dans certains papiers, peut-être, oui, c'est possible. Mais les parents sont simplement en décalage et ne comprennent même pas ce qui habite leur enfant. Mais eux-mêmes sont porteurs d'autres valeurs. Oui. D'autres valeurs et appartiennent à un autre monde. Le père veut soutenir le combat des femmes battues et il descend dans la rue avec du rouge à lèvres sur les lèvres. Oui, mais alors... En faisant cela, il choque son fils.
il choque son fils, mais j'ai pas voulu non plus stigmatiser le père, comment dire, non. mépriser. Non, voilà, le Non. père est très fin, parce que le père, alors peut-être, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais j'ai tenté en tout cas de montrer un père et la mère aussi, hein, qui Oui, est oui. magnifiquement incarnée Oui, oui. par une Mais comédienne. la mère j'aime comprend. beaucoup, La Priscilla mère. Chéron. Attends, Anne, pardonnez-moi, mais j'ai vraiment voulu montrer des parents qui, effectivement, au début, ne comprennent pas du tout ces deux mondes opposés. Mais les parents ont suffisamment d'intelligence et d'amour, probablement, vis-à-vis de leur enfant, pour accepter ce destin qu'ils se choisissent, qui est celui d'entrer un jour dans la Légion étrangère. Et j'ai vraiment voulu faire un pont quand même possible de bienveillance, surtout au travers de la mère. La mère, elle est quand même d'une grande... même si elle est totalement décalée avec son fils, elle est quand même dans une écoute, dans une attention. Vous voyez? Elle est Et plus. je n'ai pas voulu faire des caricatures des parents. Jamais, Vraiment non. très important. Vous n'êtes jamais manichéenne. Vous êtes toujours Bah, très. j'espère que non. Vous parce êtes que toujours ce serait très terrible. nuancée. Vous êtes toujours très J'ai- nuancée. J'espère, et surtout j'aime profondément tous les personnages. Je les ai dépeints, je les ai décrits, mais pour moi ces hommes, je me suis inspirée dans ces réels. Vous voyez ces hommes qui se sont badigeonnés de rouge à lèvres en solidarité aux femmes battues, je trouve ça moi grotesque, mais parce que la femme ne peut pas être ramenée à un tube de rouge à lèvres, mais et puis par ailleurs on attend des hommes peut-être autre chose. Mais je n'ai pas voulu le faire avec du mépris, quoi. Non, voilà. non, non. Alors, vous avez des plans très longs. Certains même disent que le film peut-être est un petit peu long. Mais moi, je trouve que l'évolution d'une âme, ça peut pas se traduire. Ça peut pas se dire en un clip vidéo. Merci, merci. Je crois que les spectateurs, souvent les critiques aussi, sont habitués peut-être à des rythmes, même la société en général. Oui. Tout va très vite. C'est la société où on zappe tout. On zappe la télévision, on zappe les rapports humains, on zappe tout. Moi, j'ai besoin, au travers de mes films, de prendre mon temps pour poser, pour dépeindre la psychologie des uns et des autres et pour lentement inviter le spectateur à entrer dans mon monde ou dans le monde que je lui propose. Mais parfois, ça n'est pas toujours compris et il est même arrivé que des journalistes, je vous dis ça parce que ça me vient là, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais je me souviens d'un journaliste qui m'avait dit « Votre film est beaucoup trop long, je n'ai pas du tout le temps de le regarder, racontez-moi la fin. » C'était effrayant. J'étais très blessée. Ouais. J'étais blessée de ça parce que moi, je passe en moyenne 2 à 3 années, pour faire vraiment 2 à 3 années intensives pour faire un film. Bien sûr. Et les gens ne sont pas capables de passer 2-3 heures dans un cinéma. Je trouve ça nul. Voilà. Mais Cheyenne Marie, vous pourriez peut-être leur rappeler que le soulier de satin de Claudel dure 5 heures. Oui, non, ce serait une référence peut-être un peu prétentieuse. Ou les rapaces d'Eric von Stroheim, c'est 5 heures aussi. Non, mais je n'ai pas besoin de citer d'exemple, mais je trouve que, voilà, mon cinéma nécessite un certain temps. Peut-être qu'un jour, je ferai des films beaucoup plus courts, ou peut-être même beaucoup plus longs, je n'en sais rien. Ça dépend, non, mais ça dépend. Mais mais de toutes les façons, aussi que j'ai à compter. Oui. Il faut prendre le temps. Beaucoup prennent le temps de rester 3 heures à table. Eh bien, quand on va voir un film, il faut prendre le temps de rester 2 heures et demie dans une salle de cinéma. Absolument. Absolument. Et en plus, abordons tout de suite la question commerciale. Vous diffusez vos films par vidéo, par CD. Donc, on peut être chez soi et si on n'a pas le temps, on peut Non, mais attendez. D'abord, je ne diffuse pas mes films uniquement par DVD. Non, bien sûr. Mes films sortent en salle. D'ailleurs, ils sortent tous en salle, mais souvent dans une salle qui est en ce moment, c'est le Balzac, qui est un cinéma qui défend le cinéma d'auteur à Paris. Bon, qui est la Mecque du cinéma à Paris. Oui, un peu, parce que j'ai des difficultés avec le Centre national du cinéma, etc. Bon, mais ça n'est pas grave, et de toute façon, ça n'est pas grave, c'est ma problématique, mais elle est comme ça. Mais moi, je ne fais pas du cinéma dans une approche que vous avez nommée commerciale. Si je devais faire du commerce, je ne ferais pas ce cinéma-là, vous voyez. Vous avez raison. Peut-être même pas.
Oui, Mais pardon? vous avez raison, mais il faut bien parler de diffusion, si vous préférez le mot. Oui, mais Euh, la diffusion, eh bien, lorsqu'on veut vraiment voir un film, on a accès, il y a beaucoup de moyens d'avoir accès au film. Il y a la VOD, il y a des salles, parfois des, comment dire, des projections privées de partout en France qui vont avoir lieu, notamment organisées par l'ASAS. Il y a le Balzac, il y a les DVD que les gens peuvent se procurer. Et d'ailleurs, j'en profite. Alors là, je me fais un peu pas de promotion, mais disons que par mon site, les gens peuvent acheter le DVD. voilà. Notamment, mais par d'autres biais aussi. Non, mais si vous voulez, je trouve Oui. que j'insiste beaucoup sur le DVD parce que ça permet de Oui. réunir sa famille ou ses amis et de diffuser diffuser votre œuvre. Merci. Et ça, c'est quand même très Oui. important. Donc, vous tapez Cheyenne Marie Caron et vous aurez toutes les possibilités. Oui. Vous préparez, vous êtes Oui. toujours au travail. À peine Oui. un film est sorti que vous en préparez un autre. Vous préparez un film sur la chasse. Il faut bien voir que aussi un film, lorsqu'il sort, pour le metteur en scène, en tout cas pour moi, qui produit, qui écrit, qui réalise, qui distribue, c'est la fin d'un chemin. C'est-à-dire que moi, je porte un film pendant 2 ans auparavant, et la sortie, disons que c'est la fin. On dit au revoir au film, et le film, c'est son voyage, quoi. Et les gens vont se l'accaparer, le critiquer, l'aimer, etc. Ou l'ignorer, d'ailleurs. Mais c'est forcément le début d'une autre histoire, pour moi. Vous savez que Alors, Louis et Maxime ont beaucoup aimé ce dernier opus, Jeunesse au cœur ardent. Merci. Et... Alors oui, j'en prépare un autre. En fait, j'en prépare 2 autres. Je prépare un film qui abordera la question de la chasse éthique et dont le personnage principal sera incarné par une femme que je vais prénommer Diane. Le scénario est écrit. Ça s'appellera Le corps sauvage. Et il sera question... Alors, ce sera un peu plus que de la chasse. Il sera question de l'homme européen, de la femme européenne. Il sera question d'Arcadie. Il sera question de mythologie. Il sera question de Bretagne aussi, parce que j'espère tourner en Bretagne. Pour le moment, je galère un peu à trouver mon budget. J'en ai trouvé un tiers. Alors, ça reste des très modestes budgets. Hein. C'est le moment de rendre hommage à vos mécènes très intelligents qui ont discerné en vous une grande cinéaste. Oui. Enfin, pour vous dire la réalité, j'aurais aimé que mon principal contributeur soit un jour le Fonds national du cinéma, parce que ça aurait été des budgets bien plus importants et j'aurais pu rémunérer mes techniciens, me rémunérer moi-même, etc. Mais je n'y suis jamais parvenue. Alors pour le moment, comment l'expliquez-vous ça? Moi, j'ai une petite idée, mais quelle est l'explication? Moi, je crois, je ne suis pas certaine que ce soit les thèmes abordés, parce que je les aborde quand même avec finesse, je crois. Enfin, je fais de mon mieux. Et lorsque je vois la presse, qu'elle soit de gauche ou de droite, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, souvent elle est relativement bienveillante, quoi. Elle comprend le film. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit de l'idéologie. En revanche, je pense qu'il s'agit d'un réseau à avoir. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai compris. Je pensais qu'avant, on pouvait réussir vraiment à imposer au système son travail, par le travail précisément. Mais je crois que, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il faut accepter de faire des choses que moi je ne peux pas faire, faute de temps et de moyens, qui seraient d'entrer dans le système, d'accepter les repas en ville, d'accepter d'aller draguer, entre guillemets, les gens de pouvoir, disons. C'est comme ça que ça fonctionne véritablement, parce que je vois les budgets fréquemment alloués. C'est des budgets qui sont souvent donnés, pas toujours, mais très souvent, à des gens qui sont très insérés dans le milieu. Mais lorsqu'on ne fait pas partie du milieu, parce que moi, je peux pas être au four et au moulin. En plus, moi, je n'aime pas trop le côté dîner en ville et tout, c'est pas trop mon truc. Moi, je bosse beaucoup, et j'ai une vie un peu ascétique de travail. Et je peux pas, le soir, en plus, quand j'ai beaucoup travaillé, aller dans les dîners mondains pour essayer d'imposer mon travail comme ça, par des relations un peu troubles. Tout ça, moi, ne m'intéresse pas, quoi. Mais je sais que ça fonctionne comme ça. Vous le comprenez? Très bien évidemment, bien évidemment. Et le soleil reviendra? Ah, le soleil reviendra. Qui est déjà annoncé sur votre site? Non, oui, enfin... mais le soleil reviendra. Le Centre national du cinéma me l'a refusé.
Et c'est un film qui nécessitait un budget assez conséquent parce que je vais tourner dans les montagnes de Savoie, etc. Et je suis pas sûre de pouvoir le faire. Bon. Je l'ai écrit. C'était un film qui portait sur les blessures invisibles des soldats. Il m'a été refusé. Bon, je ne sais pas. Pour le moment, je me concentre sur ma chasse et sur la royauté. J'ai un projet de film qui s'appelle Le Fils d'un roi, qui parlera d'un jeune ouvrier, d'un jeune fils d'ouvrier qui vit en banlieue et qui un jour, par le biais de son ami qui est un Marocain, qui lui porte un attachement très fort à la monarchie de son pays d'origine, lui-même, mon jeune héros, Kevin, alors j'ai choisi ce prénom volontairement, mais ce sera expliqué dans le film, lui-même s'interroge sur la royauté de son pays, la France. Voilà. Bravo. Donc, je vois Merci. Je vois que vous avez toujours l'art de pointer du doigt les grands sujets, les sujets profonds de notre vie en société. Et pour cela, soyez bien remerciée, Cheyenne Marie Caron. Merci. Et puis à vos heures perdues, parce que vous devez toujours en trouver, parce que vous avez une grosse capacité de travail, vous fabriquez des parfums. Oui, c'est un petit peu plus qu'à mes heures perdues quand même. C'est-à-dire que ça devient vraiment dans ma vie une activité à laquelle j'accorde du temps parce que ça me passionne. Depuis 2 ans, je me suis mise à la fabrication, alors d'abord à l'étude des parfums, etc. Puis maintenant à la fabrication de ma propre création. Alors voilà, j'ai trouvé une première boutique, je le dis comme ça si les auditeurs ont envie de s'y rendre, j'ai trouvé une première boutique qui s'appelle la parfumerie du Rennlag dans le 16e arrondissement de Paris. Rue de Passy. Ma première gamme, rue de Passy, oui, qui m'a pris ma première gamme de parfums. Et je crée mes premiers parfums. Et comment Soleil Païen, oui. Comment vous est venu? C'est un souvenir d'enfance? Déjà, l'amour des parfums, je l'ai depuis très longtemps parce que lorsque j'ai fait mon 2e long métrage Extase, il était question déjà de parfum. Ensuite, j'en ai parlé dans La chute des hommes, Bien sûr. La jeune héroïne part. Une thèse. Oui, elle part. Une thèse sur le parfum. Oui, absolument. Et c'est quelque chose que c'est un monde que j'ai déjà abordé et qui me passionne. Moi, j'ai énormément, par exemple, de livres sur le parfum à la maison. J'ai moi-même beaucoup de parfums. J'aime ce monde-là et j'aime le fait de raconter des histoires. Alors, c'est un peu la continuité du cinéma j'aime raconter des histoires au travers d'un parfum. Donc, j'ai fait une première composition qui est un hommage à ma mère qui s'appelle Marie, le parfum. J'ai fait ensuite Soleil Païen, j'ai fait le parfum Diesel, j'ai fait Folk. J'en ai d'autres à venir, d'ailleurs, d'autres compositions en création. Mais pour moi, ça n'est pas très éloigné du cinéma. Techniquement, c'est un autre monde, c'est tout autre chose. Vous viendrez en parler. Pardon? Il faut que vous veniez en parler dans une autre rubrique que celle du cinéma. Merci. Oui, c'est gentil. Merci. Et merci beaucoup, Cheyenne Marie Caron, d'avoir évoqué avec nous Jeunesse aux cœurs ardents. Vous êtes vous-même un cœur ardent. Et c'est comme ça que je crois l'on fait du grand cinéma. Merci beaucoup, Cheyenne Marie Caron. À bientôt. Merci, Anne. Après cette invitation au cinéma, une invitation au concert. Chers amis de TV Liberté, il y a au Petit Théâtre du Rennlag, tout près de la Maison de la Radio, le premier opéra de Mozart, Bastien et Bastienne. C'est délicieusement mis en scène par Isabelle Duboucher. C'est une petite association qui s'appelle Opéra du Jour. Et c'est tous les dimanches matins de mars à 11 h. C'est donc un jeune Mozart, des airs délicieux dans lesquels sont inclus 2 airs, l'air final de Papageno et le Oiseau, si tous les ans vous changez de climat. Donc c'est un grand bonheur et allez-y en famille pour initier les jeunes à l'opéra. Voilà, chers amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Thank you.
Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Marc-Claude Leloup. Bonjour. Bonjour Marc. Anne. Marc-Claude Leloup est le créateur, directeur du Bulletin Célinien, qui en arrive à son 402e numéro et qui existe depuis 37 ans. Toutes mes félicitations parce que c'est quand même un exploit. Ben oui, l'important c'est de durer, effectivement. Et, je dis souvent en blaguant que le seul titre de gloire du bulletin célinien, c'est d'être l'unique périodique mensuel consacré à un écrivain. Sauf erreur, il n'y en a pas d'autre. Non, non, absolument, absolument. Alors, pour que vous compreniez, chers amis, l'intérêt d'un bulletin sur un écrivain, je vais citer Paul Valéry, excusez du peu, que Marc-Claude Leloup nous a proposé, citation qu'il nous a proposée. Le goût que nous avons pour les choses de l'esprit s'accompagne nécessairement d'une curiosité passionnée des circonstances de leur formation. Plus nous chérissons quelques créatures de l'art, plus nous désirons d'en connaître les origines, les prémices et le berceau. Et je trouve que c'est une très jolie définition de votre démarche, Marc-Claude Leloup, parce que depuis 37 ans, vous disséquez avec les gens que vous invitez à écrire dans votre revue, cette œuvre célinienne qui est énorme. Oui, c'est une œuvre considérable et à partir du moment où on travaille sur une œuvre pareille, à dire vrai, on n'en a jamais fini. D'autant que dans le cas de Céline, la vie et l'œuvre sont intimement mêlées. Comme vous le savez, il s'est servi de sa propre biographie pour rédiger son œuvre de fiction. Évidemment, il transpose énormément, mais beaucoup de sa vie se retrouve dans son œuvre, notamment dans ce qu'on appelle la trilogie allemande, tous les romans de la fin, mais aussi Mort à crédit, qui est pour moi son chef-d'œuvre, qu'il a écrit juste après Voyage au bout de la nuit. Et voilà, c'est vraiment un très grand écrivain, à la fois un grand écrivain, un grand romancier, mais aussi un grand polémiste. C'est aussi un écrivain de combat. Ce qui n'est pas évidemment sans poser encore aujourd'hui des problèmes pour sa réception critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à éliminer l'adversaire. Donc, oui. donc Céline n'a plus grand droit à la parole. Mais quand on vous lit, on comprend bien pourquoi. Il faut rappeler la biographie de Céline. Céline commence sa vie, sa jeunesse, en faisant la guerre. Oui, il s'est engagé. La guerre de 14-18. Voilà, il s'est engagé volontairement et malheureusement pour lui, la guerre a été déclarée peu après. Et ça a été vraiment le grand traumatisme. Il est blessé au tout début de la guerre, en octobre 1914. Et vraiment, sans la guerre et sans ce qu'il a subi, son œuvre ne serait pas pareille. Notamment Bagatelle pour un massacre, le fameux pamphlet dont on reparle ces jours-ci. Il ne faut jamais oublier que la bande de Bagatelle pour un massacre, c'était pour bien rire dans les tranchées. Car aujourd'hui, on s'imagine souvent que le massacre dont il est question est un tout autre massacre que celui que Céline voulait prévenir. Il s'agissait évidemment du massacre des Français. C'est de ça qu'il est question dans le livre. Céline se disait avant tout pacifiste. Et évidemment, ça a pu l'amener effectivement à certaines dérives, mais il ne faut jamais oublier quelle était sa motivation première. Son but, c'était vraiment d'éviter la guerre à tout prix, jusqu'au point à préconiser en 1938 une alliance avec l'Allemagne, une alliance qui va jusqu'à l'alliance militaire, vraiment pour empêcher la guerre. C'est un jusqu'au boutiste du pacifisme en quelque sorte. Tout sauf la guerre. Tout sauf la guerre, oui. Alors, pour bien comprendre cet état d'esprit de Céline, je vais encore le citer. Grâce à vous, Marc-Claude Leloup, il écrit, il y a une belle correspondance avec le docteur Camus. Alors, qui était le docteur Camus? C'est un ami de longue date, c'est quelqu'un qu'il a connu dans les années 20. C'était un militaire, c'était un médecin militaire, qui était aussi un ami d'Henri Mahé, parce que Céline était très fidèle en amitié, contrairement à ce qu'on a pu dire. Et avant-guerre, il avait tout un petit cercle d'amis, dont ce Clément Camus, avec lequel il a échangé une correspondance fort intéressante.
Et c'était vraiment un ami fidèle, c'est-à-dire, quand j'entends par ami fidèle, quelqu'un qui lui est resté fidèle jusqu'au bout. Vous savez que Céline, après la guerre, a été exilé au Danemark, il a fait 18 mois de réclusion. Et à ce moment-là, les amis qui lui sont restés fidèles se comptaient vraiment sur les doigts de la main. Il y avait Pierre Monnier, bien entendu, Arletty, le sculpteur d'Aragnès, et aussi Clément Camus. Alors, voilà cette citation qui date du 7 juin 1948 et qui explique très très bien ce que éprouve Céline. « Je ne voudrais pas te désobliger, mais je t'avoue ne point donner de pensée au problème de l'au-delà. L'humanité que j'ai soufferte et que je souffre me dégoûte trop, et je l'ai trop en haine, pour lui désirer autre chose que des asticots et éternellement. Ces problèmes religieux et métaphysiques naissent de l'oisiveté, du bien-être, de la sécurité. L'homme est un démon. L'enfer est ici, particulièrement en prison. Si tu avais passé, été curé, ces problèmes ne vous turlupineraient plus. La pénitence est 1000 fois faite. Qui a souffert l'injustice majeure est en état de grâce. Il emmerde et la terre et le ciel et le bon Dieu avec. Tout se simplifie. Il est possible qu'il existe autre chose que le visible. Mais la prison est bien visible, elle. Pas besoin de tortiller du cul vers les prières de l'infini. L'enfer est là, on ne fait rien pour y remédier. Si l'humanité crève, ce ne sera pas de communisme ou de manque de prière. Ce sera de tartufferie, de fainéantise, d'égoïsme, d'insensibilité. Je ne ferai plus rien pour l'empêcher de disparaître. Elle appartient à mon gré et pour l'éternité aux asticots. Amen. Ce texte est fantastique. Alors, il faut savoir évidemment que Céline était un athée résolu, il ne croyait absolument pas à un au-delà quel qu'il soit. Et on voit dans cette lettre, évidemment c'est une lettre de l'exil, tout le pessimisme foncier qu'il y avait chez Céline avant-guerre est encore renforcé évidemment à la fois par les années de prison et puis aussi par ce qu'il considère comme une ingratitude, car il considère qu'il s'est croisé, comme il disait, pour les Français pour leur éviter la guerre. Et donc, à partir du moment où il doit subir l'exil, il considère ça comme une injustice, d'autant que d'autres collègues à lui, il estime qu'ils s'en sont beaucoup mieux sortis que lui, évidemment. Mais bon, là, on retrouve évidemment Céline dans toute sa férocité. Je suis tombée sur une citation de Sartre que je trouve assez amusante. Sartre écrit « Les couvreurs ont une vie bien plus risquée que les intellectuels ». Alors, ça dépend quels intellectuels, parce que Sartre a plus célébré le communisme. C'est toujours un dieu au Panthéon des lettres. Et Céline voit toujours les interdictions pleuvoir sur lui. Sartre disait notamment, à une certaine époque, je considère tout anticommuniste comme un chien. Oui, oui. Il faut rappeler ce genre de phrase. Oui, oui, oui. On a souvent oublié. Alors, cette horreur dévorante de Céline pour la guerre fait que, dans les années 30, il est tétanisé, à partir de 32-33, il est tétanisé parce qu'il voit qu'on va à la guerre. Oui. Très peu de gens ont vu qu'on allait à la guerre. Oui, il voit très bien qu'un conflit est proche. Et surtout, il considère que, bon, d'une part, cette guerre est à éviter car ça serait une guerre fratricide. Et puis surtout, il voit que la France risque de perdre. Il faut donc rappeler aux jeunes générations que c'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne. Et beaucoup d'hommes politiques... L'Angleterre d'abord. Oui, mais surtout à l'Allemagne. Et beaucoup d'hommes politiques se rendent bien compte que si la guerre a lieu, la France va perdre cette guerre. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en 1940, enfin 39-40, il y a eu plus de 100 000 morts français dans la fameuse, ce qui a suivi la drôle de guerre. Et donc, Céline est conscient de tous ces dangers. Et comme il n'a pas la fibre spécialement démocrate, le fait de s'allier avec l'Allemagne pour éviter une guerre, pour lui, n'est pas un problème. Il dénonce d'ailleurs dans l'école des cadavres la germanophobie. C'est ce qu'il opposera d'ailleurs à Maurras,
qui lui était un germanophobe absolu, tandis que Céline considérait que les Allemands, ce n'était pas du tout l'ennemi héréditaire. Ce qui est assez original, parce que beaucoup d'anciens combattants avaient une haine, qu'on peut comprendre d'ailleurs, viscérale envers l'Allemagne, tandis que Céline parvient à dépasser ce sentiment, et pour lui, le pacifisme est une valeur absolue. Ce qui fera d'ailleurs, qui sera à la fin de sa vie, enfin il le montre d'ailleurs dans un de ses romans, assez indulgent envers Pierre Laval, pour lequel il avait beaucoup de ressentiment pendant l'occupation, pour toutes sortes de raisons. Et il lui reconnaîtra au moins une vertu, celle d'être à la fois patriote et pacifiste, ce en quoi il se reconnaissait évidemment énormément. Ce qui explique aussi l'appui de Berle, qui était juif, et qui dira... et qui était munichois. Il était munichois, et il avait fait aussi la guerre de 14, et il était pacifiste. Et donc il comprend très bien Céline. Berle était un juif un peu hétérodoxe par rapport à sa communauté. Le fait d'abord d'avoir été munichois, d'avoir un moment été proche de Vichy, tout ça faisait de lui quand même quelqu'un d'assez atypique. Mais c'est vrai qu'il avait des relations amicales avec Céline, même à l'époque où Céline écrivait des pamphlets. Berle écrira d'ailleurs lui-même un article sur Bagatelle qui n'est pas franchement hostile. Il est assez ambivalent, cet article, en 1937. Oui, oui. Et puis, il faut rappeler que cette époque-là, c'est-à-dire que beaucoup de voix juives s'élèvent pour la déclaration de la guerre. Il y a eu un grand article dans un journal anglais, le Manchester Guardian, qui titre en première page « Les Juifs ont déclaré la guerre à l'Allemagne ». Et donc, l'horreur de cet avenir qui se présente met Céline hors de lui. Alors, maintenant qu'on a planté ce décor d'exaspération, de personnages horrifiés, encore une fois, l'enfer pour lui est sur Terre, il faut évoquer ce style. Et pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est... Oui, parce que c'est ça qui reste. Céline, là, on a beaucoup parlé de l'écrivain de combat qu'il a été et de ce génie polémique qu'il avait. Mais Céline est avant tout un écrivain, un styliste, et il a vraiment apporté quelque chose de neuf dans la littérature française. Il faut imaginer le choc qu'a été Voyage au bout de la nuit en 1932, mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est ce qui a suivi. Parce que vous savez qu'il a obtenu le prix, il a failli avoir le Goncourt, il a obtenu le prix Renaudot, et beaucoup d'écrivains à sa place auraient, dans la foulée du grand succès de Voyage au bout de la nuit, écrit en quelque sorte un Voyage au bout de la nuit bis, c'est-à-dire dans le sillage de cet énorme succès, il aurait continué dans cette voie, dans cette veine. Alors Céline, pas du tout. Il veut renouveler entièrement sa manière, et il mettra 4 ans à écrire son deuxième roman, Mort à crédit, où il transpose son enfance. Et c'est vraiment le chef-d'œuvre de Céline, enfin un des chefs-d'œuvre. Moi, je considère que c'est vraiment son livre le plus accompli. Et il faut dire aussi que ce livre a été un échec critique. Beaucoup de grands critiques comme Léon Daudet ou Bernanos qui avaient salué Voyage au bout de la nuit se tairont au moment de Mort à crédit, car c'est un livre dont à la fois la structure narrative mais surtout le style tranche vraiment d'avec Voyage au bout de la nuit. C'est là vraiment que Céline devient Céline. Et c'est un livre qui aura, évidemment, il aura un succès public, mais moindre que celui de Voyage, mais surtout, il sera, dans l'ensemble, assez mal accueilli par la critique. Ce à quoi il répondra dans Bagatelle pour un massacre. Car Bagatelle pour un massacre, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas seulement un livre contre la guerre, il y a aussi dans le livre en quelque sorte un manifeste littéraire. Il explique à ce moment-là ce qu'il veut faire en littérature. Pour reprendre sa formule, c'est transposer et surtout introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite, mais surtout en ne faisant pas du copier-coller. C'est évidemment une recréation. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas du tout un littérateur. Il fait pas du style pour faire du style. Et là encore, dans une lettre au docteur Camus, Balzac prétendait que parler d'amour, c'est faire l'amour. Mais nom de Dieu, parler d'un livre, ce n'est pas le faire. Rien que je haïsse plus que le courriérisme littéraire.
D'ailleurs, tu le sais, je suis bien plus fière d'une guérison de diarrhée infantile que de 36 livres à succès ou de 4 livres à succès. Je suis désastreusement dénuée de toute vanité littéraire. Je ne retiens des hommes que la façon plus ou moins heureuse qu'ils ont de former des phrases. Mais le sens de la phrase, je m'en fous. Je ne les retiens même pas. Tout est dans les bibliothèques, mais presque tout ce que pense l'homme est absolu. Son corps et sa musique seuls m'intéressent. Oui, alors là, il fait allusion aussi à sa vocation de médecin, parce Oui. que Céline se considérait avant tout comme un médecin. Et bien sûr, il n'est pas littérature dans le sens où le monde des lettres, tout ça ne l'intéresse pas. Mais c'était, comme il le dit lui-même, un rude travailleur. Hein. Il disait, ce qui distingue moi des autres écrivains, c'est que moi je travaille et que les autres ne foutent rien. Et c'est vrai qu'on sait, par exemple, pour un livre comme Entretien avec le professeur Y, qui est aussi vraiment son manifeste littéraire, on connaît 7 versions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il réécrivait tout depuis le début, il travaillait énormément. Et dans l'édition de la Pléiade, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les premières versions et ce que ça devient grâce au travail acharné que fait Céline sur la phrase, un peu à la manière d'un Flaubert, si vous voulez. C'est vraiment un travail d'écriture exténuant. Et puis, cette façon de bien discerner ce qu'est un style. Alors, il y a une autre citation que j'ai toujours en tête, c'est qu'on écrit avec son sang, pas celui des autres. Il faut mettre sa peau sur la table. Il faut mettre sa peau sur la table. Et voilà encore, le 26 octobre 1949, au docteur Camus, « C'est votre mort à vous, pas celle des autres, qui vous sonne l'âme et rend le son, le ton de votre musique. Point d'art possible sans danse avec la mort. Les dons ne suffisent pas, le tempérament non plus. Ce qui n'est point accordé par la mort ne vaut rien et sonne toujours faux. » Ouais. Mais à ce compte-là, il y a quand même les 3/4 de la littérature aujourd'hui qui étaient dégagés. Oui, d'ailleurs, Céline avait un très grand mépris, pas pour les classiques, parce qu'il vénérait, par exemple, La Fontaine, Chamfort, Oui. Chateaubriand. Il avait une grande vénération pour les classiques. En revanche, dans les modernes, il appréciait très peu d'écrivains. Il cite en général Paul Morand, le premier Morand, Ramuse, Barbus, des gens qui, comme lui, qui avaient un peu creusé cette voie, qui avaient essayé d'introduire vraiment l'émotion, notamment issue du langage parlé, dans la langue écrite. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Hein, c'est vraiment, surtout ne pas faire de littérature au sens banal du terme, mais faire quelque chose d'authentique et à partir de ce que les gens ont vraiment vécu et ressenti. Hein, c'est ça qu'il veut absolument faire. Et puis, revenons à son caractère. Ce n'est pas un soumis, il n'a pas un comportement de victime. Et je voudrais terminer sur cette citation de Marcel Aimé que vous nous offrez et qui est tout à fait étonnante, parce qu'on sait que Marcel Aimé était quelqu'un de très discret. Et très fidèle en amitié. C'était vraiment le grand ami de Céline. Céline n'était pas quelqu'un d'accommodant ou qui oublia facilement les torts qu'on lui avait causés. Le pardon du mal, le pardon des injures n'avait pour lui aucun sens. Il pouvait, dans le courant de la vie, arriver à n'en pas tenir compte, mais il ne les oubliait pas. Le pardon était à ses yeux un acte, sinon négatif, du moins sans portée, qui n'empêchait pas le mal de subsister, ni sans portée, qui n'empêchait pas le mal, ni l'ennemi, pardon, de rester dangereux. En face des êtres, des événements, il avait des réactions viriles, spontanées, ne sacrifiant rien à un catéchisme. Et il considérait que l'un des premiers devoirs d'un homme est de se défendre. À ses yeux, c'était là une obligation engageant non seulement la fierté de l'individu, mais son salut physique et moral. Car celui qui n'a pas de bon réflexe de défense contre ses ennemis, comment saura-t-il se défendre contre la société et d'abord contre soi-même ? Or, dans sa vie comme dans son œuvre, c'est ce soi-même que Céline a le plus constamment dénoncé comme le plus redoutable ennemi de l'homme.
C'est très passionnant, ça, comme, oui, comme explication. C'est très bien vu de Marcel Aimé. C'est ce qui peut faire comprendre aussi l'incompréhension de Céline vis-à-vis de certains gestes. Par exemple, je songe à la fin de Robert Brasillac, qui est mort comme un saint, comme vous le savez. Mais pour montrer l'incompréhension de Céline vis-à-vis de Brasillac, vous savez l'anecdote, quand Brasillac demande à son procureur s'il veut bien lui serrer la main avant l'exécution. Pour Céline, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire, lui ne se serait jamais prêté à ce geste, parce que pour lui, c'est tout simplement inimaginable. C'est un homme qui se voulait libre, absolument, indépendant, très jaloux de sa liberté, effectivement. Il n'a jamais été encarté dans aucun parti, il n'a jamais fait partie d'aucun mouvement. Et c'était surtout quelqu'un qui, oui, effectivement, qui ne voulait absolument pas saluer ses adversaires dans le sens de pactiser avec eux, quels qu'ils fussent. Et en cela il est très unique, oui. Très unique. Cela dit, l'un était chrétien et l'autre pas. Exactement. Tout s'explique. Mais ce qui explique aussi la vigueur des ennemis de Céline, qui demeure intacte, puisque les pamphlets sont interdits de publication. Oui, alors là, ça a failli se faire, comme vous le savez, parce que toute l'idée est venue de la réédition des décombres. Vous savez qu'on a réédité les décombres dans la collection bouquins, et ça s'est fait... De Rebattet de Rebattet, bien entendu, et ça s'est fait finalement sans encombre. Alors l'ayant droit de Céline a cru que la même chose allait se passer pour Céline, il n'en a rien été, et il y a eu toutes sortes, effectivement, de groupes de pression qui ont fait qu'Antoine Gallimard a dû jeter l'éponge. Et c'est dommage, parce que ces textes font partie de l'œuvre de Céline. Il n'y a pas deux Céline, un bon qui serait celui des romans et un mauvais qui serait celui des pamphlets. Tout est très compliqué dans ce cas-là, parce que, comme je dis parfois, tout serait plus simple, en fait, si les pamphlets étaient à l'œuvre de Céline, ce que le Péril juif est à l'œuvre de Marcel Jouhandeau. Si vous retirez le Péril juif des œuvres de Jouhandeau, ça n'enlève rien à la qualité, à la grandeur de l'œuvre de Jouhandeau. Mais les pamphlets, je songe surtout à Bagatelle pour un massacre, et malgré tout, malgré les outrances, malgré les dérives, est un grand livre. Vous savez que Bagatelle pour un massacre, pour y revenir rapidement, c'est le seul livre où il raconte son voyage en Union soviétique, avec une verve extraordinaire. Il y a aussi des passages très lyriques quand il raconte Leningrad. Il y a des passages aussi très tendres lorsqu'il parle d'une vieille pianiste qu'il entend en Russie, etc. Mon compatriote Charles Plisnier disait c'est un chef-d'œuvre. Charles Plisnier qui a eu le Goncourt avant-guerre, comme vous le savez. Avec un beau livre, mariage. Non, alors c'est assez curieux, il a eu le Goncourt pour un recueil de nouvelles, Faux Passeport. Alors que normalement le Goncourt était attribué uniquement à des romans. Et donc Charles Plisnier disait c'est un livre génial et malfaisant. Mais donc ça voulait dire que malgré ses outrances, il reconnaissait le talent, parce que le talent de Céline, à la fois le talent polémique, le talent d'écriture, se retrouve aussi, quoi qu'on en dise, dans un livre comme Bagatelle. Ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées. On ne peut pas évacuer ces livres si facilement. Enfin, ce qui reste étonnant tout de même, c'est le comité de censure. Oui, en 2018. Qui est très puissant. Qui est quand même très très puissant. On est toujours à Moscou et il y a tout de même des choses... Oui, et puis surtout, on ne juge pas le lecteur suffisamment adulte. Je ne pense pas que la réédition de ces livres fasse un antisémite de plus, d'autant que l'antisémitisme qui renaît aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des années 30. L'antisémitisme qui existe, c'est celui qu'on peut trouver en banlieue, chez les jeunes musulmans, par exemple. Oui. C'est d'ailleurs ce que craignait le gouvernement. Ce à quoi il songeait, c'était à ça, à éviter une... Enfin, si les banlieues se mettent à lire Céline... Voilà, c'est ce qu'Antoine Gallimard a répondu. Ils vont faire des progrès en écriture, en orthographe et en tout. En tout. Merci beaucoup, Marc Laudeloup. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous les avez regroupés en... Non? Non. Alors, il y a plus de 400 numéros qui sont parus. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont épuisés. Mais la chose la plus simple à faire, ça serait, vous savez que beaucoup de gens maintenant sont connectés à Internet, c'est de taper le bulletin célinien
dans un moteur de recherche, vous allez tomber tout de suite sur le blog du bulletin. Et c'est très volontiers que j'offrirai un exemplaire du bulletin aux téléspectateurs de TV Liberté qui m'écriront. Alors, je donne tout de même votre adresse. Marc Laudeloup, 139 rue Saint-Lambert, boîte postale 77 1200, Bruxelles, en Belgique. C'est bien cela. Merci beaucoup, Marc Laudeloup, de nous avoir fait approcher d'un peu plus près cette grande œuvre. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique livre, nous avons invité Martine Gray. Bonjour. Bonjour, Anna. Pour un livre qui s'appelle Femmes dans un ciel de guerre, sorcière la nuit, furie le jour, aviatrice russe, 1941-1945. Je vous avais invité déjà pour un livre sur un raid, un raid qui est annuel, je crois. Le Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Vous êtes aviatrice vous-même. Voilà, le Toulouse-Saint-Louis du Sénégal que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois sur la route des pionniers de l'aéropostale. Alors, comment est-ce que vous êtes venue à évoquer ces aviatrices russes? J'ai envie de dire en aparté que toutes ces histoires féministes sont assez agaçantes parce que les femmes n'ont jamais attendu ni les Phimène, ni Madame de Beauvoir pour monter au créneau, piloter des avions. Et donc, vous en êtes la preuve. Alors, en sachant que les aviatrices russes, ce sont les seules en 1941-45 qui sont allées au combat. Il n'y a pas eu d'autres aviatrices durant cette guerre. Bon, j'ai rendu un hommage effectivement aux Américaines, aux Françaises, aux Italiennes qui ont fait de l'espionnage, du convoyage d'avions, un tas évidemment de l'aide médicale. Voilà, de l'aide médicale, mais qui n'ont pas pu combattre. Donc c'est les seuls au monde qui ont combattu en 40 ans. Alors ça, il y a une question de fond. On peut en débattre maintenant. Est-ce que c'est un bien on le voit très bien d'ailleurs dans le film le Stalingrad. On voit des femmes au front. Est-ce que c'est un bien de considérer que les femmes sont comme les hommes et qu'elles doivent aller combattre et donner la mort? C'est quand même le régime soviétique qui les envoie. Il y a quand même une idéologie qui est celle de la stricte égalité, au nom de laquelle on dit quand même, et on fait surtout pas mal de bêtises. Parce que ça a été très lourd de conséquences. Je pense que ce n'est pas aussi simple que cela, non. Parce qu'au départ, il n'était pas question de les envoyer au combat. Oui. C'est Marina Raskova, héroïne. C'est elle qui a voulu. C'est elle qui a écrit à Staline, parce qu'en fait, pour partir au combat, il fallait avoir des spécialités, comme infirmière, médecin ou autre, ou avoir vraiment une spécialité au niveau du tir et tout. Et donc, elle n'arrivait pas à faire envoyer d'autres femmes. Et elle a eu cette idée. Donc, elle a écrit à Staline qu'elle connaissait assez bien. Et Staline lui a envoyé un ordre secret le 8 octobre 1941 pour lui donner l'autorisation de former 3 régiments d'aviatrices navigatrices. Mais elle a demandé, et ça ne s'est pas fait comme ça. Il faut dire aussi qu'il devait y avoir un besoin. Il n'y avait pas de... mais il y avait un besoin parce que beaucoup d'aviateurs est tombé. Mais complètement. Oui. Donc je veux dire que c'est... puis en plus, pour devenir aviatrice, il fallait le vouloir parce que être en l'air, voler. Donc ça ne s'est pas passé. Elles n'ont pas été envoyées comme ça. Oui, elles n'ont pas été enrégimentées. Ah non, c'est ça qui est important à dire. Absolument. Et je suis allée 2 fois à Moscou et j'ai rencontré notamment Irina Raskoboskoya, qui était chef d'état-major des sorcières de la nuit du 588e régiment. Et elle m'a dit, mais vous savez, on n'a jamais, elle m'appelait Martina, vous savez, on n'a jamais porté de portrait de Staline dans nos avions, pas toutes forcément, mais en tout cas elle. Et elle a dit, on s'est battu, on a voulu voler, on a voulu aller défendre notre patrie et pas du tout pour le régime de Staline. Quoi. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais c'est bien cette mise au point parce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'enrégimente pas les femmes finalement. Elles restent très libres. Absolument. Et puis
les femmes en Russie n'avaient pas du tout les mêmes soucis que dans les autres pays. Il y avait d'ailleurs déjà des aviatrices sous Nicolas II, vous dites. Ah, mais complètement. Ouais. C'était une tradition tsarine, je dis. Oui, oui, oui. Et puis, Lénine et Staline ont fait couvrir aux femmes finalement une liberté de gratuité pour aller voler dans les aéroclubs. C'est pour ça qu'il y avait déjà des pilotes qui étaient déjà formés, qui étaient, comment dire... sous Nicolas II, c'était déjà gratuit? Non, c'est à partir de la révolution de Lénine et Staline, où c'était gratuit. C'est pour ça que les femmes qui n'avaient pas forcément cette possibilité ou cette ouverture ont pu voler parce qu'elles avaient la passion. Et moi, je dirais que numéro 1, c'est la passion, c'est l'envie voilà. Et d'ailleurs, on voit très bien dans un des régiments, le commandant, parce qu'il y avait des hommes qui étaient commandants de ce régiment, notamment les Furies, le 587e, et le commandant du régiment dit « Je n'ai jamais eu de problème avec mes escadrilles de femmes, sauf qu'elles pleurnichaient derrière ma porte quand je ne les envoyais pas en mission. » Vous vous rendez compte, elles n'aiment pas l'inaction. C'est pour la mère patrie, c'est pour... Alors, justement, vous évoquez beaucoup la mère patrie. D'ailleurs, le mot patrie est inscrit sur le fuselage des avions. Alors, était inscrit sur le fuselage uniquement du Rodina, c'est-à-dire Rodina qui veut dire patrie. Ça, oui. En 1938, Marina Raskova, la mère de ces régiments d'aviatrices, est partie à bord d'un Tupolev avec d'autres aviatrices et elles ont fait 6000 km entre Moscou et l'Extrême-Orient, et elles ont gagné cette course, on va dire, et c'est pour cela qu'elles sont devenues héros. Elle est devenue héros de l'Union soviétique, et c'est pour ça qu'elle a été, on va dire, mise en exergue. Elle est devenue, voilà, par Staline, et c'est comme ça qu'elle a pu former ses régiments. Voilà, donc je pense que vraiment, alors c'est vrai qu'on voit notamment qu'au départ, les hommes se demandaient ce que les femmes faisaient, et après, c'était leurs sœurs. C'est pour ça qu'ils les appelaient leurs sœurs, parce que ces femmes se sont montrées extrêmement convaincantes, et elles n'ont pas seulement donné la mort, elles ont aussi donné la mort pour donner la vie. Parce que malheureusement dans les guerres, eh bien, il y a ceux qui meurent et ceux qui vivent. Donc voilà, donc ces femmes sont extraordinaires pour moi. Elles m'ont donné, celles que j'ai rencontrées, qui sont encore des vivantes. Qui sont encore vivantes, oui. Oui, vous les avez écoutées. Un bain d'humanité. Je dis qu'elles m'ont donné un bain d'humanité. Et j'étais partie pour écrire une histoire concernant la guerre, et en fait, j'ai reçu de la joie de vivre, quoi, parce que 72 ans sont passés, hein, évidemment, et... elles étaient très jeunes, hein, entre 17 et 25 ans. Et entre 17 et 25 ans, Galina, que j'ai rencontré, Galina Betsova, qui faisait partie du régiment, alors on les appelait, les Allemands les appelaient le Furie le jour, parce qu'elles avaient des bombardiers, les PE2, qui fonçaient à 600 km/h sur les cibles. Donc vous imaginez, 2 jours, c'était le régiment de bombardiers en piqué de jour. Alors que les sorcières la nuit, c'était le régiment de bombardement de nuit sur PO2. Alors le PO2 n'allait pas très très vite, 125 km/h, mais pourquoi on les appelait les sorcières la nuit? Parce que quand elles coupaient leur moteur pour foncer sur les cibles allemandes, à ce moment-là, au moment où elles remettaient le moteur en marche, ça faisait un bruit de machine à coudre, et là les Allemands ne pouvaient plus dormir la nuit et les ont appelés les sorcières la nuit. C'est pour ça le titre. C'est pour ça le titre, oui. Alors quelles sont les plus belles scènes d'héroïsme que vous gardez à l'esprit de ces femmes? Alors, il y a effectivement des histoires plein d'histoires que je raconte. Quelle est celle que vous... Et je pense à des bombardiers qui sont partis la nuit, enfin des chasseurs, et qui ont... non, c'était un PO2, pardon, et le PO2 a été donc mitraillé par les Allemands. Le PO2, il faut savoir que c'est un avion qui se pose comme un parachute. Hein. Et d'abord, on l'appelait Kukuruzina, parce qu'il était capable de se poser dans un champ de maïs, comme ça, tranquille. Donc, il a été mitraillé, elle a fait ce qu'elle pouvait, la pilote excusez-moi, elle a atterri à ce moment-là,
Et elle est partie vite se cacher, donc l'avion a pris feu, donc le chasseur allemand est parti. Ensuite, elle est sortie quand il n'y avait plus de danger, et au moment où elle a couru, les paysans sont venus vers elle, ont commencé à vouloir lui donner un verre de vodka, elle a refusé. Alors les paysans ne comprenaient pas qu'on puisse refuser, qu'un homme héroïque puisse refuser un verre de vodka. Et quand elle a enlevé son casque, il y a ses cheveux, ils ont vu que c'était une femme. Et bon, et combien ont été blessés des navigatrices ou pilotes et qui ont conduit leur avion jusqu'au terrain pour pouvoir eh bien, raconter, dire où étaient les cibles. Ah mais je pense que... Il y a une très belle scène qui m'a frappée, moi, c'est sans femme d'ailleurs, c'est un pilote qui revient à l'aérodrome après une mission et il n'arrive pas à atterrir et il ne veut pas sauter en parachute parce que son mécanicien à l'arrière est blessé. Alors, vous avez tout à fait raison, parce que j'ai fait un hommage au Normandie-Yémen. Il faut savoir que les pilotes français du Normandie-Yémen, qui étaient donc en Russie, connaissaient effectivement les pilotes russes, les femmes pilotes russes, comme les hommes pilotes russes. Et donc, oui, j'en parle dans mon livre, ce pilote pouvait sauter et n'a pas sauté parce qu'il y avait son mécanicien qui était à l'intérieur donc de son avion et il s'est crashé avec son mécanicien. C'est une histoire d'amitié très forte. Il faut dire que j'ai voulu effectivement faire cet hommage parce que ces pilotes du Normandie-Yémen sont pas si connus que ça en France. Et c'est nos Français, c'est notre escadille de légende qui est parti de l'Angleterre. De Gaulle, Staline et Churchill se sont mis d'accord, mais en sachant que les Anglais ne voulaient pas les laisser partir, parce que les Anglais les avaient entraînés. Donc ils sont partis en cachette, certains pilotes, ils ont traversé la Libye, l'Afrique du Nord et tout, pour arriver en Russie. Et et vous savez, c'est une amitié, une fraternité entre justement la France et la Russie au niveau de cette escadrille. Et forcément... De toute façon, c'est une activité qui doit développer la noblesse chez ces pilotes, parce que le général Le Greniec, qui était général d'aviation, qui a beaucoup écrit sur la dernière guerre mondiale, m'a toujours raconté que les pilotes se saluaient et s'appréciaient qu'ils soient, même quand ils appartenaient à des contrées ennemies. Absolument. Il y avait une reconnaissance de la force de l'autre. Et notamment, il y a un général allemand, il est dans mon livre, je ne me souviens plus du nom, qui avait écrit en disant qu'il avait un très grand respect pour ces aviatrices russes qui avaient tué beaucoup de ces hommes, mais il avait un très très grand respect pour elles, parce que c'était une ode au courage, au dépassement de soi. Et je pense à Galina Bestova, que j'avais vue lors du 71e anniversaire de la guerre patriotique. Donc j'avais été à Moscou, parce que je suis allée 2 fois à Moscou, et à un moment donné, Galina a levé son verre de vodka, parce que alors là, et a dit... Maintenant, elle boit de la vodka. Ah oui, elle boit de la vodka, et elle m'a dit... Elle est hors service maintenant. Oui, et j'étais très dans mes petits souliers, parce qu'elle s'est levée, et elle a dit, nous avons aujourd'hui Martine, aviatrice, écrivain, et elle me fait tellement penser à mes amis, toujours pilotes du Normandie-Yémen, mais c'était, voilà. Mais ces femmes sont extraordinaires. Il faut savoir que Irina Raskoboskoya était, parce qu'elle est morte il y a 1 an à peu près, elle était une grande astrophysicienne russe, donc je l'ai rencontrée à l'université de Moscou, et d'une simplicité, d'une humilité. Ces femmes sont d'une simplicité, d'une humilité, d'une force. Oui, c'était des cerveaux. C'était des cerveaux. C'était des grands cerveaux. Et beaucoup, vous avez vu aussi, sont devenues aviatrices ou navigatrices, et elles étaient avec des grands-pères, des aïeuls illettrés, et elles ont appris le russe,
pilotage, par passion toujours. Par passion, voilà. absolument. C'est pour ça que j'ai écrit sur ces femmes. Et vous savez, c'est drôle parce que pourquoi, vous allez me demander pourquoi j'ai écrit sur elles, ben, ça a été, alors ça fait un peu naïf ce que je vais vous dire, les violons. Moi j'ai toujours été attirée par la Russie, les violons, le docteur Jivago. Ils sont tous attirés par la Russie. Un ami auteur un jour me dit, je lui dis, tu sais, alors ben, il me dit, mais si, vas-y, fonce, écris sur elle. Oui, et puis après, les portes se sont ouvertes à l'ambassade de Russie, et puis j'ai pu aller en Russie, voilà, les rencontrer. Et vous avez une très jolie préface du général Valéry André qui dit l'auteur a su admirablement mettre en évidence le côté innovant de la pensée militaire au combat dans l'aviation de chasse et de bombardement. Donc en plus, c'est une nouvelle, de nouvelles méthodes qui sont appliquées, de nouvelles techniques, de nouveaux comportements. Ah oui, oui, les choses ont changé. Pour elle, elle a tout compris, parce que le général Valéry André, qui a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, qui est Grand Croix de la Légion d'honneur, c'est une femme extraordinaire. Ah, c'est une femme. Oui, et qui a la même trempe, le même courage, la même humilité. En Indochine, elle partait, elle était pilote, neurochirurgien, pilote d'hélicoptère. Elle partait avec son hélicoptère, allait chercher les blessés. Donc, elle était mitraillée aussi de tous les côtés. C'est une femme qui n'a pas combattu, mais qui a sauvé des vies en allant chercher les blessés. Mais c'est une femme que j'aime énormément et qui est extraordinaire. Il faut écrire sa vie maintenant. Ah ben oui, je crois qu'elle a écrit 2 bouquins qu'il faudrait qu'elle ressorte. C'est une femme aussi qui est dans l'humilité. C'est une grande dame, c'est une très grande dame. C'est pour ça qu'à la fin de mon livre, je lui ai dit, Général, je veux au moins faire 2 pages sur vous. Elle m'a dit d'accord, je suis d'accord. Mais sinon, elle est d'une... voilà, comme tous les grands. Ah oui, c'est une femme, Valéry André. Oui, c'est une femme. C'est pas évident parce qu'il y a Valéry Giscard d'Estaing, c'est un homme. Bien sûr, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce portrait des aviatrices russes, sorcières la nuit, furie le jour, aviatrices russes 1941-1945 de Martine Gay aux éditions JPO, qui est une maison d'édition spécialisée dans les récits d'aviateurs. Tout à fait. Et un grand merci de me permettre de transmettre ce message. C'est ce que m'ont demandé Galina Betsova et Irina Raskoboskoya. Voilà, merci beaucoup Martine. Merci. À très bientôt. Au revoir chers amis de Perles de Culture.